Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je suis Juliette Lapis et je suis chef de projet animation chez Novabuild. Ce matin, on se retrouve sur cette fin de matinée dédiée à la question de la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les projets de construction et ce, à toutes les phases du projet. L'idée, c'est bien de voir comment on peut avoir une approche globale sur le sujet. Et je suis très heureuse que cet événement soit co-organisé avec Medieco et VMI, que je remercie pour leur présence et leur temps. Et tout de suite, pour nous dire un petit mot d'intro, je vais donner la parole à Charline de Matteo, administratrice de Novabuild. Bonjour à tous, donc je suis Charline de Matteo, je suis consultante chez Indigo, également professeure associée à Polytech Angers. Et donc en tant qu'administratrice à Novabuild, je suis très heureuse de l'organisation de cet événement, puisqu'on sait aujourd'hui que en fait, notre environnement, nos comportements ont un impact très important sur notre santé. On a plusieurs études qui établissent qu'on est aux alentours de 70% en termes de déterminants de santé. Et donc les acteurs de l'aménagement et du bâtiment ont un rôle clé à jouer sur la santé. Et c'est en ce sens que Novabuild souhaite rejoindre les actions qui sont menées par l'ARS Pays de la Loire, entre autres dans le cadre du plan régional santé-environnement. Donc aujourd'hui, cet événement vient s'inscrire dans ces questions de santé globale. L'événement est assez court et le sujet est très large, donc évidemment on ne pourra pas tout aborder. On va se centrer beaucoup sur la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet vraiment d'importance pour prévenir les questions de santé. Super, merci beaucoup Charline, tu l'as dit, la matinée va être dense. L'idée, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive, loin s'en faut, le sujet étant tellement vaste que des colloques entiers lui est dédié, mais bien de vous donner des pistes de réflexion et une vision assez globale. Ensuite, vous aurez toutes les ressources qu'il faut si nécessaire. Et pour commencer, nous on s'est présenté, on vous a dit bonjour, mais vous n'êtes peut-être pas dit bonjour, donc je vais vous proposer de vous présenter à votre voisin. Rapide, hein. Nom, prénom, structure, bonjour. Et puis dites un petit mot aussi sur ce que vous avez laissé au bureau ou à la maison pour être là ce matin, parce qu'on a tous des agendas hyper contraints. Alors dites juste un petit mot sur le sujet tellement important pour moi que j'ai laissé ça. Allez, vous avez 5 minutes, 3 minutes. Bon, je crois qu'il y a eu plus que les 5 minutes que je vous avais laissées. Ah oui, je sais, c'est compliqué, c'est un autre concept chez Novabuild, le Novabuild. Est-ce que je peux essayer de récupérer un tout petit peu de silence, s'il vous plaît, même si je répète. Voilà. C'est chouette. C'est hyper pédagogique. Les enfants et tout. Il y avait des gens qui étaient avec nous hier matin. Pas même pour nous, les enfants. Même pour nous. Je vous présente très brièvement quand même Novabuild, qui on est, ce qu'on fait, puisque je ne vous ai pas fait le coup de la question chocolat ce matin, mais je sais que vous n'êtes pas tous adhérents de Novabuild. Donc Novabuild, on est l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. On regroupe 427, pardon, ma slide n'est pas à jour, 434 adhérents à ce jour, et on les accompagne sur toutes les questions liées au dérèglement climatique, avec comme raison d'être bâtisseurs et bâtisseuses de coopération pour le vivant. C'est ce qu'ont souhaité nos élus pour la nouvelle feuille de route 2023-2025. C'est bien remettre la question du vivant au centre du projet de Novabuild, parce que pourquoi est-ce qu'on mène toutes ces actions sur l'atténuation, l'adaptation, la préservation de la biodiversité, la conservation de la ressource? C'est bien, in fine, pour préserver le vivant, et donc forcément ça fait lien avec notre question de ce matin qui est celle de la santé. Alors Novabuild et la santé, c'est pas récent, parce que je me suis demandé depuis quand on mène des actions, et une des premières effectivement que j'ai eu la chance de faire, c'était d'organiser une visite de chantier. C'était en 2013 sur le sujet déjà de la santé dans les écoles. On a aussi en 2014, on avait co-organisé un colloque sur la question justement santé et bâtiment, avec un focus sur la qualité de l'air intérieur.
On a sur notre site internet une trentaine de ressources qui sont dédiées sur cette question-là et on brasse assez large la question de la santé puisqu'on avait organisé l'année dernière un webinaire sur la dimension plutôt urbanisme favorable à la santé. On avait aussi, dès 2017, réalisé une monographie qui faisait un peu le tour de ce sujet du bâtiment et de la santé. Veille thématique qui a été mise à jour, on vous en a mis quelques exemplaires à disposition, n'hésitez pas. Il est téléchargeable également sur notre site internet. En fait, ça regroupe toute la ressource. Alors, on brasse là aussi plus large que juste la qualité de l'air, mais il y a vraiment toute une partie qui est dédiée sur cette question-là. Donc le programme, vous le voyez, je ne vous le détaille pas, il est dense, et je tiens à m'excuser d'avance, mais on a dû décaler un tout petit peu l'horaire de fin à 12h45, simplement pour vous prévenir, si vous devez partir avant, bien évidemment, vous le faites. Pour ceux qui restent, on aura la chance de pouvoir poursuivre les échanges autour d'un verre et de quoi grignoter. Et tout de suite, je vais demander au docteur Fabien Schinazzi, président de la commission environnement du Haut Conseil de la santé publique, de me rejoindre pour nous faire un peu, nous mettre en condition. C'est quoi les enjeux en fait finalement? Pourquoi on est là ce matin pour parler de cette question de la qualité de l'air intérieur et des bâtiments? Voilà, le président du Haut Conseil de la santé publique est Didier Lepelletier et c'est un Nantais. Il travaille au CHU à Nantes et je travaille avec lui et moi je préside maintenant depuis plus d'un an, mais ça fait 10 ans que je suis au Conseil de santé publique où on est saisi sur différents sujets concernant, en tout cas pour ce qui me concerne, les problèmes d'environnement. Alors la qualité de l'air intérieur, quand vous m'avez posé la question la dernière fois, pour moi c'est assez ancien parce que j'ai travaillé pendant 30 ans à la mairie de Paris. Et j'ai dirigé un laboratoire qui travaillait sur la qualité sanitaire de l'environnement. Et ce laboratoire, qui était très, très ancien, il a fêté ses 100 ans il n'y a pas très longtemps, et on mesurait plutôt la qualité de l'air extérieur. C'était le problème numéro 1 à l'époque, la pollution atmosphérique extérieure. Et dans les années 80, quand je suis arrivé d'ailleurs dans ce laboratoire, on commençait à peine à parler de la qualité de l'air intérieur. Alors, en fait, mon entrée dans ce sujet a été un problème de santé, car à cette époque, dans les bâtiments tertiaires, notamment à la Défense, ou dans des bâtiments de bureaux, dans des établissements recevant du public, on avait des plaintes de la part des occupants qui se plaignaient de différents types de symptômes. D'ailleurs, à cette époque, on parlait du syndrome du bâtiment malsain, et qui rassemblait un certain nombre de symptômes. On a plus tard, après ça, parlé de syndrome collectif, mais c'est un ensemble de symptômes, de gêne, de plaintes de la part des personnes qui ne se sentaient pas bien, mal à l'aise dans leur bureau, mal à l'aise dans leur établissement, et donc se plaignaient auprès du médecin du travail, se plaignaient auprès du directeur, du gestionnaire, en disant « mais voilà, on n'est pas bien », et en plus c'était collectif. Et donc je suis entré de plein pied là-dedans parce qu'on appelait mon laboratoire pour mener des enquêtes et pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes se plaignaient. Alors il y avait des personnes allergiques, qui avaient des problèmes respiratoires qui se plaignaient encore plus. Et donc j'ai essayé de comprendre ce sujet. Alors on a mené plusieurs... Dans un premier temps, on faisait des mesures de qualité d'air intérieur. Alors on connaissait déjà à l'époque les sources de pollution, l'importance de la ventilation, du renouvellement d'air. On connaissait un petit peu moins bien ces problèmes de santé, de mal-être parmi ces occupants des bâtiments. Et donc, pour essayer de comprendre ce sujet, j'ai mené une enquête avec des médecins du travail, avec des questionnaires pour savoir combien de personnes étaient touchées par ce phénomène. Et finalement, la plupart des bâtiments étaient touchés par ce problème et beaucoup de personnes se plaignaient dans le bâtiment. Alors, on a identifié ces différents symptômes, on a vu aussi que parfois, il peut y avoir des maladies allergiques, des problèmes d'intoxication par monoxyde de carbone dans les logements, mais surtout, on a mesuré un certain nombre de polluants dans l'air intérieur. Aujourd'hui, on parle plutôt d'environnement intérieur et donc on mesure aussi des polluants, notamment dans la poussière, pour avoir une vision la plus large du sujet, donc de la qualité environnementale dans le bâtiment. Voilà, donc c'est à partir de ces différents travaux que
on a publié aussi de nombreux articles, on a essayé d'avancer pour montrer en fait que eh bien, ce sont des enjeux importants, parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est quand beaucoup de personnes se plaignaient de ces gènes d'irritation, d'irritation des yeux, mal à la gorge, maux de tête, pas bien dans leur peau finalement, dans ces bâtiments. Au bout d'un moment, quand le nombre de plaintes était très important, on évacuait le bâtiment. Et donc, après, il fallait faire revenir les personnes dans ce bâtiment et leur expliquer oui, qu'on avait fait une enquête, un diagnostic, et qu'on essayait de faire les travaux, les actions correctives nécessaires pour qu'ils puissent revenir. C'était pas évident. Et donc, je me suis dit aussi, dans ce genre de choses, il faut faire de la prévention. Et la prévention, alors c'est là les travaux que j'ai pu faire avec l'Alliance HQE-GBC, c'est de mettre en place donc des protocoles, vous allez en parler tout à l'heure, des protocoles d'analyse d'air au moment de la réception d'un bâtiment, pour savoir si au moment de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment, eh bien, on obtient une qualité d'air satisfaisante avant même que les occupants n'arrivent dans le bâtiment. Alors il y aura des exemples évidemment tout à l'heure qui vont exposer ça, et donc avec un groupe de travail, on a défini un certain nombre de valeurs repères de qualité d'air avec différents polluants à mesurer, des valeurs sanitaires, pour dire, voilà, si au moins déjà avant que les occupants n'arrivent. Et puis on a aussi proposé en exploitation de faire des mesures, des campagnes de prélèvement pour s'assurer et pour voir ce qui n'allait pas. Il y a même une norme AFNOR qui permet de faire une enquête, qui décrit l'enquête lorsqu'il y a des plaintes avec un diagnostic médical, des études de qualité d'air et des actions à mener pour retrouver des solutions. Alors, parmi tous ces exemples que je citais, je vais vous en citer un qui m'a marqué plus particulièrement, parce qu'il tient, d'habitude, c'était plutôt des problèmes de sources de pollution, de travaux qui avaient pu entraîner une pollution intérieure. Là, c'était un problème de ventilation. Dans ce bâtiment, donc il y avait l'open space, les gens se sont plaints, les mêmes types de symptômes, ça revient toujours les mêmes, on ne se sent pas bien, on se plaint, on est gêné dans son travail. Ces symptômes d'ailleurs souvent disparaissent lorsqu'on quitte le bâtiment, donc ce qui montre bien qu'il y a un lien direct avec le bâtiment. Et donc dans ce bâtiment, on mène l'enquête et on s'aperçoit que les débits de ventilation sont insuffisants, mais par rapport à la réglementation, mais surtout que la circulation de l'air se fait très mal. Et on constate dans ce plateau technique ce que j'ai appelé des poches de confinement. C'est-à-dire qu'à certains endroits, l'air ne circulait pas, on appelle ça des zones mortes de ventilation. Et donc, comme l'air ne circulait pas, eh bien, les personnes qui étaient présentes à ces endroits-là se plaignaient parce que le confinement augmentait, les niveaux de polluants augmentaient, il y en a toujours un petit peu, mais quand on confine, les concentrations augmentent. Et donc, alors évidemment, on a évacué ce bâtiment parce que les gens n'en pouvaient plus. Et donc, on a fait les travaux nécessaires. Et donc, j'ai réussi à les faire revenir parce qu'on avait amélioré la ventilation. On a vérifié par des gaz traceurs la circulation de l'air pour améliorer les bouches, le dimensionnement des bouches, et donc les flux d'air. Ils sont revenus et j'avais prévenu que, bien sûr, si on avait mis en place un nouveau système de ventilation, il fallait la maintenance. Et la maintenance est fondamentale dans un système de ventilation. Malheureusement, quelques temps après, on m'a rappelé, parce que les gens se plaignaient de nouveau, et je me suis aperçu qu'on n'avait fait aucune maintenance du système de ventilation, que le fil qu'on avait mis était hyper encrassé, avec les débits importants qu'il y avait. Donc, ce qui s'est arrivé, c'est que les gens se sont dit, une fois, d'accord, deux fois, ça ne va pas, c'est un bâtiment, entre guillemets, maudit, on a des gros problèmes dans ce bâtiment, et on préfère le quitter, donc ils sont partis ailleurs, et on n'a jamais réussi à les faire travailler dans ce bâtiment. Voilà quelques exemples que je voulais citer pour vous montrer les enjeux sanitaires. Alors, derrière ces enjeux sanitaires, il y a des enjeux économiques, évidemment, parce que tout ceci coûte cher. Faire de la prévention, ça ne coûte pas très cher, mais quand on a ces problèmes-là, vous faites le calcul de tout ce qui va être fait en termes d'enquête, d'analyse d'air, d'actions correctives, de travaux à faire, etc. La facture est lourde.
Et donc on se dit, si on avait peut-être prévenu ces phénomènes, ça nous aurait coûté moins cher. Donc des enjeux économiques, des enjeux aussi d'image pour un bâtiment, de se dire pour ses salariés par exemple, eh bien l'employeur, il doit assurer le bien-être de ses employés. Eh bien, je n'ai pas pu le faire, donc c'est aussi une mauvaise image de la part du gestionnaire du bâtiment, de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait pour ses salariés. Voilà en quelques mots des enjeux sanitaires que je viens de vous évoquer. Alors, un petit détail, pour moi, les symptômes que je vous ai cités sont des signaux d'alerte. Il ne faut jamais les négliger, car ils vont s'aggraver avec le temps. Donc on a la chance parfois que des personnes allergiques ou que des femmes, plus que des hommes, se plaignent. Il faut faire attention. Quand une femme se plaint, il faut toujours faire attention. Et donc regarder ce qui se passe et ne pas négliger. Et souvent, on néglige, parce qu'on se dit, oh, celui-là, il me casse les pieds, il se plaint toujours, etc. Puis après, ça se fait de manière importante, ça devient collectif, et donc après, c'est un peu trop tard. Donc les signaux d'alerte, il faut y penser. On doit être bien dans son assiette quand on vient travailler, et si on n'est pas bien dans son assiette, c'est qu'il y a un problème, et qu'il faut aussi le comprendre. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour introduire cette réunion. Merci beaucoup, docteur. Il me semble qu'aujourd'hui, on a une obligation de suivi de la qualité de l'air intérieur dans certaines typologies de bâtiments, oui. Qui sont certains ERP uniquement. Alors, je vais dire oui et non, parce que la réglementation a changé. Vous savez qu'au mois de décembre dernier, il y a eu une nouvelle réglementation sur les établissements recevant du public, où on demande de faire des mesures. Alors, elles avaient été abandonnées par Ségolène Royal, qui avait décidé de ne plus faire de mesures dans les bâtiments recevant du public. Et donc, on est revenu à refaire des mesures. Alors, elles ne sont pas nombreuses. Le CO2, le formaldéhyde, le benzène, ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a proposé. À HQE, il y a un peu plus de paramètres à mesurer. Mais la réglementation dit, c'est au moment où on fait des travaux. Donc, on va modifier la disposition du bâtiment. Au moment de ces travaux, on doit faire ces mesures de qualité d'air. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse ce suivi régulier. Alors, là, c'est pour les ERP, et encore pas tous, notamment ceux qui accueillent les enfants, enfin les mineurs. Mais pour un bâtiment tertiaire, on peut tout à fait mettre en place un suivi. On a défini à HQE des campagnes de prélèvement. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi des microcapteurs pour avoir un suivi. Alors, ça peut être intéressant pour certains paramètres d'avoir ce suivi en continu de certains paramètres de la qualité de l'air et qui permettent d'avoir ce type d'information et qui donc donnent cette information sur la qualité de l'air, soit par des campagnes de prélèvement, soit par ces microcapteurs qui font un suivi en continu, mais aussi, surtout, écouter les personnes, les occupants, savoir les écouter. Et s'ils se plaignent, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut essayer d'aller comprendre pourquoi. Et avec les médecins du travail et ces questionnaires qu'on utilisait, ça permettait, en prenant un échantillon du bâtiment, de savoir à quel endroit les personnes se plaignaient plus qu'à d'autres endroits. Parfois, ce n'est pas tous les occupants du bâtiment qui se plaignent, c'est à certains endroits, parce qu'on a un problème de ventilation, d'apport d'air neuf insuffisant, etc. Et tout ceci peut se réparer très vite et ne plus avoir ce type de problème parmi les occupants. Tout à fait, vous parliez de suivi. Alors, nous, à notre humble échelle, on a notre petit capteur de CO2 avec Novaville qu'on emmène un peu partout, voilà, qui nous permet de pouvoir dire quand est-ce qu'il faut ouvrir la porte pour ventiler quand c'est pas suffisant avant que les gens se sentent mal. Et c'est un très bon moyen aussi de sensibilisation, parce que souvent les gens nous disent mais pourquoi vous ouvrez là, on est en plein milieu de l'hiver? Bah oui, mais là en fait si tu veux le capteur il vient de dire qu'on avait à peu près explosé tous les taux. Et les gens sont toujours très curieux en fait. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un défaut aujourd'hui de sensibilisation sur ces questions-là, en tout cas de méconnaissance. Je vais être honnête, il y a certains lieux où il n'y a aucun renouvellement d'air, c'est les commerces. Je ne parle pas des grands commerces, des grands centres commerciaux, là il y a de la ventilation mécanique. Et vous avez les petits commerces, les restaurants même, où il y a une clim de temps en temps, mais il n'y a pas de ventilation et il n'y a pas d'aération. Et le seul moyen, c'est d'ouvrir la porte, comme vous disiez. Or, on vient de leur interdire d'ouvrir la porte quand il y a de la climatisation. Et donc, on est en train de confiner. Alors, le public, à la limite, il vient acheter quelque chose, puis il part, enfin, sauf si on prend du temps pour acheter.
Mais le personnel qui travaille là, lui, il est exposé à ces problèmes de pollution intérieure. Et donc je pense que là, il y aurait encore des choses à faire. Enfin, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit que je m'intéressais au sujet depuis les années 80, et je suis en train de vous dire en 2023 qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, je ne vous propose pas un temps de débat à proprement parler, on l'aura plutôt par la suite. Là, c'est plutôt si vous avez envie de poser une question, plutôt d'éclaircissement sur le propos que vient de tenir le docteur. Bonjour, Vincent Chevalier, RPI de la Loire. Vous avez parlé de bâtiments malsains, du syndrome vie collectif. Je me demandais si le Haut Conseil de santé publique s'intéressait aux effets cocktails. Pour moi, il y a un manque de documentation sur ces sujets-là. Je voulais savoir s'il y avait des choses en cours. Alors, la réponse est oui. En fait, jusqu'à présent, les valeurs du Haut Conseil de la santé publique, qu'on appelle des valeurs repères d'aide à la gestion, étaient polluant par polluant. Et en suivant les valeurs guides d'air intérieur proposées par l'ANSES, le Haut Conseil a repris un certain nombre de valeurs de gestion, mais polluant par polluant. La question qui nous est posée aujourd'hui sur ces mélanges, les effets cocktails de ces différents polluants, donc on a des travaux en cours, et en particulier sur les mélanges de substances irritantes, c'est-à-dire celles que je viens d'évoquer qui irritent les voies respiratoires, les yeux, et donc on est en train d'essayer de trouver, lorsqu'on a des mélanges, alors c'est pas uniquement des aldéhydes, c'est pas uniquement des COV, ça peut être aussi d'autres polluants, donc on est en train de réfléchir comment on pourrait donner des valeurs de gestion pour un mélange. C'est assez compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est des travaux qui sont en cours et j'espère qu'on pourra donner des éléments sur ces effets des mélanges de polluants, car en fait ce qu'on respire, évidemment c'est pas polluant par polluant, c'est un mélange. Nos voies respiratoires sont soumises à ces différents polluants qui agissent souvent en synergie, et en plus il n'y a pas que ces polluants de l'air intérieur, il y a tous les virus. La crise Covid a montré l'importance de ces virus d'infection respiratoire avec l'effet de la pollution. Pollution plus virus aggravait encore la situation des personnes qui avaient des infections respiratoires. Il y a aussi tous les allergènes également, où il y a cette synergie. Et donc voilà, les travaux sont en cours, mais c'est vrai que jusqu'à présent on a travaillé substance par substance. Mais il y a des travaux en cours, j'espère qu'on pourra, en tout cas dans mon mandat, j'ai mon mandat de 4 ans au Conseil, j'espère que j'aurai la possibilité de répondre à ce type de questions qui est souvent posée et elle est tout à fait légitime. Merci beaucoup pour votre réponse et merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce matin. Je vais vous inviter à retourner avec les participants. Je vous propose tout de suite qu'on continue avec, dans cette nouvelle partie, justement, une vision un petit peu étape par étape dans un projet de construction, ce à quoi il faut faire attention, quelles sont les démarches qui existent à chacune des étapes du projet. Je vais demander à Claire-Sophie Queudevez, directrice de chez Medieco, de bien vouloir nous rejoindre, Charline de Matteo, alors, consultant chez Indigo, administratrice de Novaville et professeure associée à Polytech Angers, mais aussi à Anis Percheron de chez Medieco et Alice Le Breton de chez Vage Immobilier, de bien vouloir vous installer parce que comme on va enchaîner les présentations, vous allez voir, ça va être un petit peu rythmé. Je vais être la gardienne du temps, je vous le rappelle, même si je vous ai prévenu, et on aura, comme on va maîtriser le temps, un temps d'échange à la fin de vos présentations. Du coup, bonjour à tous, je suis Claire-Sophie Queudevez, je dirige le bureau études Medieco. Donc nous, on est un bureau d'études spécialisé sur les thématiques de santé dans le bâtiment. Et quand on parle de santé, une des thématiques, c'est la qualité de l'air intérieur. Et en fait, on accompagne les professionnels de la construction à prendre en compte tous ces enjeux de santé à chaque étape d'un projet de construction. Donc avant
parler des retours d'expérience. Là, l'idée, c'était un peu de rebalayer, alors très rapidement, parce qu'on va essayer de laisser du temps aux échanges, de rebalayer toutes les étapes et de voir concrètement aujourd'hui quels sont les outils. Et on va le faire à 2 voix, parce on va se partager les étapes, et du coup, j'interviendrai avec Charline. Pour se rappeler rapidement, alors on ne va pas rentrer, Fabien a fait une belle introduction sur la qualité de l'air intérieur, on ne va pas rentrer dans les différents types de polluants. Là, l'idée, c'est de parler vraiment, quand on passe à l'action, en termes de stratégie, c'est quoi prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment? Et bien d'abord, c'est se poser les bonnes questions, et la première question, c'est essayer de se poser où est-ce qu'on construit, sur quel sol on construit, quelle est la qualité de l'air extérieur, et à partir de cette caractérisation, est-ce qu'on a besoin ou pas de traiter les polluants qui viennent de l'extérieur. Deuxième question qu'on va se poser, on va s'intéresser ensuite à l'intérieur du bâtiment. Donc quels produits est-ce qu'on va mettre en place dans le bâtiment pour essayer de limiter les émissions de composés organiques volatiles à la source. Derrière, et Fabien l'a rappelé, c'est essentiel, comment est-ce qu'on renouvelle l'air des bâtiments. Et enfin, on livre le bâtiment et il y a toute sa vie qui commence, et comment est-ce qu'on peut accompagner les occupants à pérenniser et améliorer la qualité de l'air dans le temps. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, on va reprendre, en fait on a des choses à intégrer à chaque étape. Dès le diagnostic, comme je vous expliquais, il faut essayer de caractériser. Donc au niveau du diagnostic, on va s'intéresser aux différentes contraintes qu'on peut avoir sur un site et qui vont être importantes pour la qualité de l'air. En phase programmation, on va regarder quels objectifs et qu'est-ce qu'on peut se définir en termes d'ambition qualité de l'air intérieur. Je passe vite parce que je vais revenir sur chaque étape. En phase conception, on va se concentrer, donc là ça va être dans les pièces écrites, on va se concentrer sur tout ce qu'on peut mettre comme exigence relative au choix des produits, mais également à la qualité des systèmes. Ensuite, Charline, elle vous présentera toute la partie chantier. Et alors là, en termes de qualité de l'air intérieur, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la conception, mais le chantier, ça reste quand même une étape qui est très importante pour la qualité de l'air futur du bâtiment. Et on a beaucoup de plaintes au bout de 6 mois, 1 an, dans certains bâtiments, des problématiques d'odeur. Et en fait, quand on remonte à la source, on se rend compte que ce sont liés à des mises en œuvre qui ont pu être faites sur le chantier, et donc qui vont créer des polluants secondaires dans l'air. Donc la phase chantier est vraiment essentielle. Et puis je terminerai rapidement par la mesure. On contrôle la réception, finalement, que le bâtiment apporte une bonne qualité de l'air aux futurs occupants. Et donc on réalise différentes mesures, et je vous présenterai les 2 grands types de mesures aujourd'hui qu'on peut faire. Rapidement, vous voyez, par rapport à il y a 10 ans, l'approche autour de la qualité de l'air intérieur, elle s'est structurée aujourd'hui. Alors là, c'est pas nouveau, la qualité de l'air intérieur dans les labels et certifications environnementales des bâtiments, elle est déjà intégrée. Mais dans une approche plus globale, où elles sont plutôt connues comme des approches environnementales, comme la démarche HQE, mais on a des cibles dédiées à la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, ce qui a avancé, c'est qu'on a des labels, des démarches, des certifications spécifiques à la qualité de l'air intérieur. Donc là, vous avez les 3 aujourd'hui qu'on va le plus trouver en France. On a la démarche écrin, et on aura un retour d'expérience justement sur cette démarche écrin, qui est une démarche d'amélioration de la qualité de l'air intérieur développée par l'ADEME. On a le label intérieur qui a été développé par Imolab, et puis on finit par si vous connaissez le NF Habitat HQE, ils ont fait une petite annexe dédiée à la qualité de l'air intérieur qu'on appelle le profil QAI, plus spécifique au logement. Et donc toutes ces démarches structurent la prise en compte de la qualité de l'air intérieur à chaque étape. Et puis sachez qu'aujourd'hui, on a aussi des démarches plus globales sur la santé qui intègrent la qualité de l'air intérieur, et notamment le label WELL et le label Osmose, qui sont Osmose, c'est notre version WELL à la française, plus dédiée aux bâtiments de bureaux, et dedans, on a une prise en compte de la qualité de l'air intérieur. Alors si on balaye chaque étape, qu'est-ce qu'on va regarder au niveau du diagnostic? Au niveau du diagnostic, on va regarder toutes les sources de pollution potentielles, qu'elles viennent du sol ou qu'elles viennent de l'air, qui peuvent avoir un impact sur notre future qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qu'on entend par source de pollution? On va avoir tout ce qui est lié au sol. Donc on peut construire sur d'anciens sites industriels qui peuvent être pollués. On a, et c'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas forcément un impact sur la santé, on a des polluants naturels qui viennent du sol, notamment le radon. Donc on va regarder si oui ou non on est dans une zone qui est concernée par le risque radon. On va s'intéresser également à toute la pollution de l'air extérieur. Est-ce qu'on est à proximité d'industrie? Est-ce qu'on a un axe de trafic routier important à proximité? Donc essayer de le caractériser, ça veut dire à la fois à quelle distance on est. Est-ce qu'on a des données chiffrées sur cette qualité de l'air extérieur? Et ces données chiffrées, est-ce qu'on peut les comparer
à des valeurs de référence sanitaires qui nous disent oui ou non on a un problème et il faut mettre en place des solutions. Et puis il y a des sujets qu'on regarde, on sait que ça peut poser problème. On ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas non plus toutes les données pour pouvoir les traiter, mais on va regarder la proximité, par exemple, de zones agricoles, et est-ce qu'on a potentiellement des pesticides qui peuvent être dans l'air et qui pourraient être transférés dans l'environnement intérieur. Là, vous avez une petite photo, c'est juste une illustration, quand vous aurez le diapo, ça se voit encore mieux. C'est juste pourquoi est-ce qu'on fait attention à tout ça. Alors, on parle beaucoup des composés organiques volatiles. Il y a également un polluant à l'intérieur sur lequel on fait très attention, c'est les particules fines, parce qu'en termes d'impact sanitaire, c'est quand même assez important. Et là, vous avez un exemple de filtre qu'on a mis dans différents espaces. Ça vous montre un peu la coloration des poumons. Le tout en haut, c'est une maison en pleine campagne. Puis après, vous avez 2 appartements pris dans un immeuble à côté du périphérique. Puis le dernier, c'est dans cet appartement, il y avait, c'était un ménage qui était fumeur. Et donc, vous voyez l'impact des particules fines, c'est tout ce qui se dépose justement dans nos poumons. Deuxième phase, donc une fois qu'on a caractérisé, qu'est-ce qu'on fait ? Avant même de penser à l'intérieur du bâtiment, on va essayer de trouver les différentes solutions qu'on peut proposer pour limiter le transfert des polluants extérieurs vers l'intérieur. Alors c'est pas exhaustif, c'est juste un exemple de solution. Alors forcément, quand on veut traiter l'air extérieur, on va penser au renouvellement d'air. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme traitement de l'air extérieur ? Alors il y a forcément la ventilation double flux est historiquement connue, mais aujourd'hui on a des nouveaux systèmes qui nous permettent de filtrer cet air extérieur. Si on est sur des problématiques radon, on va réfléchir à construire par exemple sur vide sanitaire. Donc en phase programmation, on se définit les objectifs et quelles solutions on peut mettre en place pour parvenir à ces objectifs. On les passe très très vite les phases. En phase conception, c'est là, vous voyez, je pense qu'un message important, c'est quand on parle de qualité de l'air intérieur, vous voyez qu'il y a quand même 2 étapes avant de s'intéresser à ce qu'on va mettre dans le bâtiment. Et ça, c'est important, c'est que souvent, quand on parle air intérieur, on en arrive très vite à la ventilation, enfin l'efficacité du renouvellement d'air et aux produits de construction. Mais vous voyez qu'avant, il y a quand même des questions à se poser pour parvenir à une bonne qualité de l'air globale. En phase conception, c'est la partie, on va intégrer tout ce qu'on veut en termes de produits. Donc on va mettre des exigences par rapport Alors il y a l'étiquetage obligatoire des produits de construction, tous les labels qu'on veut qui vont limiter les émissions de composés organiques volatiles dans l'air. On va venir mettre les recommandations sur la qualité de la mise en œuvre du système de ventilation. Et on va essayer de définir tout ce qu'on veut en termes d'exigences auxquelles les entreprises qui vont répondre à la consultation vont devoir répondre. Et puis on passe en phase chantier, et du coup je laisse Charline vous expliquer la phase chantier. Oui, merci Claire-Sophie. Donc tu l'as dit, la phase chantier c'est une phase clé pour la future qualité de l'air intérieur. Alors je ne vais pas avoir le temps de tout aborder, mais je vais aborder les 3 grandes problématiques que l'on a en phase chantier. La première étant les émissions des produits de construction, la seconde la gestion de l'humidité et la mise en œuvre des équipements de ventilation. Alors quelques petites photos pour illustrer les choses sur la première grande problématique qui est les émissions de produits de construction. Claire-Sophie a expliqué qu'on met en place des prescriptions en phase conception. Donc par exemple l'étiquette sur les produits de construction que vous connaissez peut-être. Donc on a beau prescrire une étiquette A+, sur la plupart des produits. Voilà, parfois on a des petites surprises en phase chantier, comme ici, c'est une photo prise sur un chantier, on avait un produit de classe C. Ce que l'on trouve aussi, c'est un certain nombre de produits annexes, produits de nettoyage, etc. Là, on a du White Spirit qui est encore utilisé régulièrement pour le nettoyage des outils. Alors tout ça, on l'avait étudié dans le cadre d'une étude, donc je ne vais pas développer en détail ici, mais qui s'appelait Ishakai, où en fait on est venu mesurer les émissions de composés organiques volatiles globaux à partir du hors-dehors d'air, donc c'est-à-dire à partir du moment où les bâtiments étaient fermés et jusqu'à la réception. Donc on a mis en place des capteurs. Et en fait, cette étude elle nous a permis de voir l'évolution des concentrations selon les différentes tâches effectuées au cours du chantier. Et ce dont on s'est aperçu, je dois dire qu'on a été assez étonnés au départ, c'est que en fait, les peintures d'impression, peintures de finition, qui représentent en fait les plus grandes surfaces en application de produits, ne sont pas les phases sur lesquelles on a le plus d'émissions.
Mais on a retrouvé des tâches un petit peu plus spécifiques, comme par exemple la mise en œuvre des peintures de finition sur huisserie, qui sont des peintures où on a plus d'émissions de composés d'organiques volatiles, même si ce sont sur de petites surfaces, ou encore la phase de nettoyage de fin de chantier. Donc là, ça dépend des opérations, mais on a parfois l'utilisation de produits qui sont particulièrement forts, particulièrement émissifs, et voilà, on voit le pic en fin de chantier. Donc comment faire pour éviter ce type de problème? Donc déjà, on a des prescriptions qui ont été faites au cahier des charges. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'effectuer un suivi dès les phases ACT, et puis aussi de faire des vérifications sur site, ce qui demande à être anticipé. C'est-à-dire qu'il nous faut des missions en amont, savoir qui effectue ce suivi. Ensuite, il ne faut pas oublier dans le suivi les produits qui peuvent être considérés comme secondaires ou annexes, et qui bien souvent sont liés à des habitudes de travail des entreprises, donc qui ne figurent pas toujours au cahier des charges. Et puis évidemment, on peut aussi envisager des solutions en complément, donc l'aération est toujours bienvenue, voire une ventilation provisoire de chantier, et surtout sensibiliser les professionnels, puisque tout le personnel qui va intervenir sur le chantier, ce sont en fait les premiers exposés à ces produits. J'arrive maintenant à la seconde problématique qui est la gestion de l'humidité. Donc je vous montre ici des photos très réjouissantes de développement de moisissures avec des causes un peu différentes. Donc sur la première, on est sur une opération sur laquelle on avait eu des défauts d'étanchéité de toiture. La deuxième en haut, on est sur une charpente qui a pris l'eau pendant assez longtemps et on a eu des développements de moisissures. Et la dernière photo en bas, on est sur l'apparition de moisissures suite à la mise en œuvre d'une chape où on a eu des conditions d'aération insuffisantes à la suite de la mise en œuvre de cette chape. Donc, le sujet des moisissures, il pose de gros soucis puisque en fait, c'est aujourd'hui très clairement établi qu'on a un lien entre des troubles respiratoires chez les occupants de logement et la présence de moisissures. Donc là-dessus, vous pouvez aller voir le rapport de l'ANSES qui date de juin 2016. On a aussi des risques importants pour la qualité du bâti. Et donc c'est un sujet que j'ai pu étudier en détail avec différents partenaires dans le cadre du projet MICOACT, dont l'objectif est en fait d'évaluer les dynamiques de développement fongique, c'est-à-dire comment est-ce que ces moisissures vont se développer sur les chantiers, pour quelles raisons, et identifier aussi les conséquences possibles pour la phase occupation, donc pour la santé des occupants. Et l'idée du projet, évidemment, c'est de donner des solutions aussi pour les professionnels. Donc je présente ici très rapidement un schéma qui présente les différents facteurs de risque de développement fongique, qui est une représentation pondérée. C'est-à-dire qu'on a cherché, grâce à nos résultats, à nos observations, de présenter les différentes causes de développement de moisissures sur les chantiers, celles qui reviennent le plus souvent, et voilà, celles qui sont un petit peu moins fréquentes. Et donc la première grande cause, on va être sur les infiltrations d'eau à l'intérieur des bâtiments alors qu'ils sont censés être hors d'eau. Seconde grande cause, l'exposition de matériaux vulnérables ou sensibles à l'eau pendant les phases de stockage aux intempéries. Ensuite, on a évidemment plus de risques d'avoir des développements de moisissures quand on est à Nantes qu'à Marseille et lorsqu'on fait les travaux en hiver, ça c'est une réalité. Et le climat intérieur, donc selon les produits qu'on va mettre en œuvre, mise en œuvre de chape, il faut être très vigilant à la suite de ces mises en œuvre. Et aussi être vigilant par exemple sur les questions de transfert d'humidité au niveau des parois. Alors, quelle solution sur ce sujet? L'idée, en fait, c'est d'anticiper chacun des facteurs de risque au maximum, idéalement dès la phase de conception, c'est-à-dire se pencher sur chaque risque et essayer de voir comment se place l'opération par rapport à chacun. L'idée, c'est vraiment d'avoir un hors d'eau effectif avant l'arrivée des corps d'état secondaires, c'est-à-dire le plaquiste arrive, on est sûr d'avoir un hors d'eau. D'être bien vigilant sur le stockage des matériaux, aérer le bâtiment, s'assurer de sa ventilation. Quand on a des phases un petit peu compliquées, envisager une déshumidification. Et enfin, sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ce sujet
Je dois dire que généralement, je vois assez peu de réactions en fait, hein, quand il y a des moisissures qui arrivent sur les chantiers, alors que c'est un vrai sujet. Dernière problématique, celle de la mise en œuvre des équipements de ventilation, entre autres. Les photos qu'on voit là, alors les gaines de ventilation ne sont pas toujours très bien stockées non plus, elles prennent la poussière au cours de la phase chantier, et c'est assez rare qu'elles soient nettoyées avant leur mise en place. Et donc la photo en bas, on voit le résultat. En fait, on a ouvert une trappe et puis on a essayé de voir dans quel état étaient les réseaux. On voit qu'il y a plein de poussière et tout ça, évidemment, quand on insuffle de l'air, on va retrouver ces poussières dans les locaux. Et la photo à droite, donc là, il n'y avait pas suffisamment de place au niveau de la réservation en faux plafond. Donc la solution, ça a été d'écraser la gaine. On peut imaginer que les débits n'étaient pas là au final. Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, hein, mais l'idée là-dessus, donc là aussi, hein, il faut respecter les exigences qui ont été formulées en conception. Évidemment, les prescriptions sur les équipements de ventilation avec leurs différentes caractéristiques, la localisation des prises d'air neuf, la localisation aussi des bouches. Le docteur parlait de balayage, des questions de balayage des espaces, donc ça aussi ce sont des choses qui se vérifient en phase chantier. Et puis ensuite être vigilant sur tous les process de mise en œuvre, donc le respect des règles de l'art, bien traiter l'étanchéité à l'air des réseaux aéroliques, les équipements, l'ensemble des équipements, y compris les gaines, doivent rester accessibles pour leur nettoyage et leur maintenance future. Et être vigilant aussi sur le stockage des différents éléments du système de ventilation. Et enfin, les tests intermédiaires, les réglages à réception sont nécessaires pour s'assurer que le système fonctionne correctement. Donc je vais vous présenter maintenant les ressources que je n'ai pas pu tout développer en détail. Alors le projet Ishakai dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, donc Ishakai ça veut dire impact de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur, donc propose des solutions sur chacune des 3 grandes thématiques. Donc il y a une page web dédiée avec un outil qui liste toutes les solutions, donc ça c'est accessible en ligne à tous, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on a aussi une plaquette de sensibilisation et un guide méthodologique, donc j'ai amené quelques petits exemplaires ici. Et sur le sujet des moisissures avec le projet MicoAct, voilà, c'est là. En fait, c'est un projet qui est en cours de finalisation avec les différents partenaires, donc CSTB, l'Agence Qualité Construction, l'École des hautes études en santé publique, le CETIAT. On a des livrables qui vont arriver cette fin d'année 2023 sur le même modèle qu'Ishakai, donc c'est-à-dire une plaquette, un guide méthodologique et un outil en ligne. Et donc j'en profite pour faire une petite annonce qu'on aura une journée de restitution à Paris, à l'ADEME Paris, qui aura lieu le 14 décembre 2023. Et je repasse la parole à Claire-Sophie. Du coup, moi je prends la suite sur parce que le bâtiment est toujours pas livré, donc il faut le poursuivre. Phase réception, on arrive en fin de chantier, et donc je vous ai mis. Alors aujourd'hui, quand on parle du bâtiment à réception, avant de faire les mesures, dans beaucoup de référentiels, on parle de surventilation, qui est un très grand terme finalement par rapport à ce que c'est réellement. Et donc, si vous voulez aller voir, la synthèse va bientôt être publiée sur le site de l'ADEME. On a réalisé, et je m'aperçois j'ai pas mis les logos des partenaires, mais avec Charline, le bureau d'études Burgéap, Alière et Explorer, on a réalisé un projet qui s'appelle Détox pour essayer de mettre au point un début de protocole de surventilation à réception des bâtiments sur le chantier, donc avant que les gens arrivent dans le bâtiment. Donc on a sorti 2 types de schémas en fonction, est-ce qu'on a une double flux, est-ce qu'on a une simple flux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant que les gens arrivent dans le bâtiment, ventiler c'est important parce que ça va permettre d'évacuer les polluants. Par contre, on s'est aperçu, notamment avec les mesures en laboratoire, en chambre d'essai, que quand on ventile, ça augmente pas forcément le dégazage des produits. Et que du coup, s'interroger sur la température du bâtiment au moment de la réception, c'est intéressant parce que quand on monte le bâtiment un peu en température, ça permet aux produits de dégazer plus vite. Et donc, on s'interroge sur la pertinence de pouvoir émettre le bâtiment un peu en chauffe, notamment si on est en réception en hiver, et de ventiler le bâtiment sans forcément parler de surventilation.
Ensuite, on va contrôler ce qu'on a fait. Donc on contrôle avec des mesures de qualité de l'air à réception. Alors à réception, on veut mesurer chaque polluant et les comparer à des valeurs de référence sanitaire. Du coup, on va plutôt utiliser ce que vous voyez à gauche, c'est des contrôles avec des méthodes de prélèvement et d'analyse qui sont normées. Donc on a des petits tubes, différentes techniques qu'on utilise, qui nous permettent vraiment de mesurer et de s'apercevoir de l'ensemble des polluants qui sont présents dans l'air intérieur. Donc on peut mesurer plein de choses. Au tout début, on vous parlait de la surveillance de la qualité de l'air intérieur qui mesure aujourd'hui le formaldéhyde et le benzène. Effectivement, Fabien Schianasi disait que c'était assez restreint comme approche. Oui, c'est restreint parce qu'on a quand même beaucoup de composés organiques volatiles dans l'air. Donc juste ici, vous retrouverez, on peut par exemple mesurer, on demande aux produits de construction de respecter des seuils d'émission, on peut mesurer ces polluants dans l'air intérieur. Donc on va retrouver le formaldéhyde, le benzène, et puis différents types de polluants qui peuvent être émis par les produits. Et puis à réception, ce qui est aussi intéressant, c'est de s'intéresser au contexte du bâtiment et d'adapter la campagne de mesure. Si on a une source de pollution à l'extérieur, si on a un axe qui passe et qu'on a traité les particules fines, ça peut être intéressant dans notre bâtiment de vérifier la concentration en particules fines et de vérifier la concentration en dioxyde d'azote. Pareil, si on est sur un site avec un risque radon, on va mesurer également les concentrations en radon pour vérifier qu'on respecte les exigences sanitaires. Et puis alpha-pinène et hexaldéhyde, je vous les ai mis parce qu'on les retrouve un peu plus spécifiquement dans les bâtiments où il y a beaucoup de bois. Donc si on a beaucoup de bois à l'intérieur, on peut aussi vérifier la présence de ces polluants. Et puis après, quand on parle plutôt en exploitation, aujourd'hui, on parle beaucoup du suivi de la qualité de l'air intérieur en continu en utilisant des microcapteurs. Alors là, en ce moment, vous avez le choix parce qu'il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui. Avec des prix allant de tout à rien, on trouve beaucoup de diversité. Quel intérêt? Pour moi, le monitoring, c'est vraiment un outil de compréhension du fonctionnement de bâtiment. Allez pas faire de l'analyse sanitaire avec du monitoring, mais par contre, pour comprendre quelle plage horaire on peut mettre pour la ventilation, le monitoring, c'est important parce qu'on peut, pour des raisons énergétiques, limiter la ventilation la nuit. Nous, ce qui va nous intéresser pour la santé des futurs usagers, c'est que quand ils reviennent dans le bâtiment, on ait des concentrations satisfaisantes. Et enfin, la dernière chose que je vous ai mise, c'est que la quatrième étape, c'était s'intéresser à l'exploitation du bâtiment et donc à la pérennité de la qualité de l'air. Ça veut dire sensibiliser les futurs occupants. Et là, c'est plus pour votre curiosité pour après. Je vous ai mis un rapport qu'on vient juste de publier. J'ai fait une étude avec un sociologue, Gaëtan Brice-Pierre, sur les pratiques occupantes autour de la qualité de l'air intérieur dans les logements. Et donc, si vous voulez voir un peu comment les gens abordent la qualité de l'air intérieur chez eux, c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup d'accompagnement et que finalement, la qualité de l'air intérieur, c'est encore très flou. On parle beaucoup d'air extérieur. Les occupants ont la vision de l'air extérieur, mais à l'intérieur, c'est très flou. Pour vous donner un exemple, on avait dans 12 ménages, 3 qui nous ont dit avoir une double flux et en fait 3 qui n'avaient pas de double flux. Donc c'est pour vous dire qu'on a un manque, on n'a pas la culture du renouvellement d'air en France et donc il y a vraiment une nécessité. Il faut livrer un bâtiment avec une bonne qualité de l'air intérieur, mais il faut aussi accompagner les gens à comprendre leur bâtiment et à savoir quelles sont les bonnes pratiques pour la préserver. Merci beaucoup Claire. Je vous remercie. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un webinaire de présentation le 10 octobre. Tout à fait. Le 10 octobre, Voilà, on vous mettra le lien accessible à tout le monde qui présente les résultats de l'étude. Oui, pardon, sur l'étude en question. Merci beaucoup. Et tout de suite, écoutez, après maintenant qu'on a vu à peu près toute cette très belle théorie, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en pratique? Je vous propose qu'on puisse voir ça à travers un cas concret avec l'application de la méthode écrin dans un programme de logement neuf sur Carquefou. Et je crois, Alice, que c'est toi qui commence. Ah, c'est Alice, ok. Bonjour à tous, je suis Alice Le Breton, responsable d'études chez Legendre Immobilier, promoteur. Et donc, ce dont je vais vous parler, pour ma part, c'est de notre opération Lisière, qui se trouve à Carquefou. Et je vais vous parler notamment des ambitions qui sont portées par ce projet. Je vais notamment vous exposer du point de vue du promoteur,
comment est née la volonté sur ce projet-là de s'engager dans une démarche pour le bien-être et pour la santé de l'habitant. Comment cet engagement a connu des rebondissements, des évolutions au fur et à mesure du projet, et cela jusqu'au dépôt du permis de construire. Et puis comment finalement tout ça s'est terminé avec un engagement dans la démarche écrin, avec un accompagnement de Medieco. Donc pour commencer par la présentation du projet, l'opération de Lisière, c'est 90 logements qui sont répartis en 5 plots. Vous pouvez le voir sur les bâtiments, sur l'image derrière moi, et également 4 longères. Donc chaque longère regroupe 3 à 4 maisons individuelles. C'est un projet que nous menons en copromotion avec la maison familiale de Loire-Atlantique, puisqu'elle gère la conception de 2 des plots de logements collectifs. Donc le projet se situe à Carquefou, au nord de Nantes, sur la ZAC de la Fleuriette 2, si certains connaissent, et donc à la lisière entre la ville et la campagne, d'où le nom de l'opération. C'est un projet qui multiplie les engagements, puisque l'opération vise la labellisation Passive House. Donc ça se traduit par un système constructif de façade ossature bois avec une isolation répartie et renforcée. Également la fameuse ventilation double flux dont vous avez eu l'occasion d'entendre parler à plusieurs reprises ce matin. Et également la mise en œuvre de fenêtres triple vitrage et donc un contrôle de la perméabilité à l'air très important. En parallèle, toutes les toitures qui sont orientées au sud, on le devine... Non, pas tant que ça. Toutes les toitures orientées au sud sont recouvertes de panneaux photovoltaïques qui sont installés par Legendre Énergie. Et donc, l'électricité produite servira aux futurs habitants. Donc, il y avait 2 engagements forts. D'un côté, que les habitants n'aient pas trop de chauffage, leur facture de chauffage soit pas trop importante grâce au Passive House. Et de l'autre, les panneaux photovoltaïques installés sur le toit permettent de réduire la facture d'électricité. Maintenant que le contexte est posé, comment est-ce qu'on en est arrivé à la volonté d'une ambition santé sur ce projet? Sur le projet, cette volonté-là, la volonté d'offrir une qualité de vie aux habitants, elle a existé dès les premiers coups de crayon. En effet, lors du concours, les développeurs avaient déjà retenu pour ligne directrice la citation d'un auteur que vous connaissez tous, Victor Hugo, qui disait « Mettre tout en équilibre, c'est bien, mettre tout en harmonie, c'est mieux ». Donc, dès que cette phrase est lancée, lors du concours, nous avons fait appel à Medieco afin de nous accompagner pour façonner un programme qui puisse être favorable à la santé des habitants. À l'époque, on a envisagé un premier label qui était le label WELL. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît bien le label WELL. C'est un label américain, d'une part, et qui a été pensé à l'origine pour le tertiaire. Du coup, ce label nous a donné un peu de fil à retordre, surtout que certaines des préconisations allaient à l'encontre de d'autres valeurs qui étaient portées par le projet. Par exemple, le label WELL, pour favoriser la santé des usagers, peut préconiser de mettre en place un certain nombre d'écrans sur l'opération pour que tout le monde ait un visuel des différents services qui sont disponibles dans le quartier. Et donc, ça peut être un écran un peu type publicitaire que vous auriez dans l'ascenseur ou dans les cages d'escalier, dans les couloirs. Alors que nous, sur notre opération Lisière, on avait plutôt envie de sobriété et de paisibilité. Par ailleurs, le label WELL encourage à éclairer naturellement toutes les circulations collectives, ce qui est très bien. Mais sur un bâtiment passif, on cherche à compacifier au maximum pour éviter les déperditions. Et donc, nos circulations collectives, elles se retrouvent au milieu du bâtiment. Bref, au bout d'un moment, on a laissé de côté le label WELL et on a commencé à s'intéresser à un autre label, le label intérieur, qui nous semblait beaucoup plus approprié pour le projet. On a travaillé avec le label intérieur pendant de nombreuses semaines, jusqu'à se rendre compte qu'il y avait un petit point de difficulté, puisque le label intérieur était intransigeant sur la couleur des menuiseries et des volets extérieurs.
En effet, cela est fait dans le but d'éviter les surchauffes, donc il conseille de favoriser les couleurs claires. Mais étant donné qu'on avait déjà un bâtiment avec un bardage bois pré-grisé pour éviter l'entretien, on n'a pas réussi à imposer à nouveau à l'architecte une nouvelle couleur pour les fenêtres et les volets roulants. Donc on n'a pas réussi à trouver un compromis entre les ambitions architecturales et le label intérieur. On a à nouveau dû changer notre fusil d'épaule. Et c'est alors que Medieco nous a parlé de la démarche écrin. Et chez Legendre Immobilier, je crois qu'on n'en avait jamais entendu parler. Et selon moi, l'intérêt d'écrin pour ce projet en particulier, c'est que justement, il ne s'agit pas d'un label, mais d'une démarche, et qu'elle est élaborée pour répondre à une diversité de situations. La démarche écrin encourage et valorise les engagements qui sont pris sur le projet par ailleurs. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Anne-Lise, qui va vous présenter plus en détail comment fonctionne cette démarche. Donc avant de rentrer un peu plus concrètement sur le projet La Lisière, je vais quand même commencer par vous expliquer justement ce qu'est cette démarche écrin. Donc écrin, l'acronyme pour engagement à construire pour un air intérieur sain. Pardon. Donc ça fait déjà un petit moment que la méthode a été lancée, puisque ça fait déjà maintenant 10 ans. Elle a été initiée par l'ADEME et qui s'est très vite entourée d'experts, des experts qui sont intervenus, qui ont été sollicités à différentes phases. Donc on peut citer Medieco, Indigo aussi, et puis d'autres acteurs, comme des centres de ressources équivalents à Novaville dans d'autres régions, ou alors d'autres experts un peu plus institutionnels, comme l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Peut-être que vous connaissez Écrin dans son ancien nom, Manager. En fait, c'était vraiment la première version de la méthode. Et en fait, à la suite d'expérimentations sur des bâtiments pilotes, de là, la méthode s'est appelée Écrin. Alors, comme le disait Alice, en fait, l'ADEME ne considère pas Écrin comme un label, ni une certification, mais vraiment comme une démarche qualité. L'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité de l'air dans les projets, mais c'est surtout, en fait, opération après opération, d'aller plus loin, de monter en compétences et d'aller vers les meilleures pratiques en termes de qualité de l'air. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en fait, Écrin a fait de la qualité de l'air intérieur une approche transversale dans un projet. Et en fait, c'est aussi, l'idée c'est à retenir, c'est vraiment de se dire qu'on va vouloir faire monter en compétence tous les acteurs du projet à travers des outils, des ressources, et puis bien sûr de les accompagner par des retours d'expérience collectifs, par l'intermédiaire d'un réseau qui va porter Écrin. Rapidement aussi, quels sont les acteurs clés de cette démarche? Donc, comme je viens de dire, c'est une démarche à l'initiative de l'ADEME, donc c'est vraiment une marque déposée par l'ADEME, c'est une propriété de l'ADEME. Mais le pilotage en fait et la diffusion de la méthode est délégué à un coordinateur national. Et ce coordinateur national, en fait, il est constitué de 3 entités. Vous avez Ville et Aménagement Durable, qui est le centre de ressources en Auvergne-Rhône-Alpes, Envirobat BDM et Medieco. Et puis vous avez de l'autre côté 2 autres acteurs, l'ambassadeur et l'accompagnateur. Donc nous, en l'occurrence Medieco, nous sommes accompagnateurs de Legendre Immobilier. Donc voilà, on suit l'application d'Écrin tout au long du projet. Et puis en face, vous avez l'ambassadeur qui lui va porter la méthode, suivre le déroulement de la méthode sur les projets, valoriser ces projets. Et en fait, vous avez un ambassadeur par région qui sont du coup orientés plutôt vers les centres de ressources, donc type Novaville, bien sûr, en Pays de la Loire. Donc là, en l'occurrence, pour le projet, c'est Ville et Aménagement Durable qui débute le suivi. Et en fait, c'est Novaville qui prendra le relais une fois qu'ils seront complètement prêts.
Comment se structure Écrin? Donc, au niveau des exigences, vous avez une première partie de cadrage, donc ce sont des exigences de méthodologie, qui sont des exigences obligatoires à atteindre. Donc c'est vraiment sur le processus d'application. Et puis vous avez 4 autres missions. Donc la première va porter sur les pollutions atmosphériques, la deuxième sur les pollutions du sol, la troisième plutôt sur les pollutions liées au bâti, et enfin la quatrième qui là va vraiment porter sur les équipements. Et en fait, dans chacune de ces missions, vous avez 2 types d'exigences, des incontournables, donc qu'il va falloir absolument atteindre, et puis d'un autre côté, vous avez des exigences dites essentielles, qui là sont facultatives, qui sont en fait à la carte, j'ai envie de dire, et qui vont en fait être choisies en fonction de l'ambition qu'on souhaite porter sur le projet. De là, en fait, une fois qu'on a choisi ces essentiels, ces exigences essentielles, on obtient un score. Donc au-dessus de 70% d'exigences, on obtient le niveau bronze, au-dessus de 80% le niveau argent, au-dessus de 90% le niveau or. Et donc, en l'occurrence, pour le projet de Carquefou, Lisière, nous, on vise le niveau argent. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour vous représenter un peu Écrin, parce que peut-être que tout le monde n'était pas au point sur la méthode. Et maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on a appliqué Écrin sur le projet? Que, si vous vous souvenez, on retrouve toutes les phases dont on a parlé auparavant. Et donc là, je vais les reprendre les unes après les autres pour que ce soit un peu plus concret. Rapidement, je me dépêche. Donc la première étape, donc, comme on l'a dit, c'est le diagnostic de site. Quels sont les polluants qu'on va identifier autour du site? Donc là, en l'occurrence, sur le projet, on n'a pas de problématique particulière sur la qualité de l'air extérieur. Par contre, la commune de Carquefou est située en zone de catégorie 2 au niveau du radon. Donc un risque modéré, certes, mais il faut prendre en compte. Donc là, en fait, le projet est concerné par la mission 2. Et en fait, ce qu'il faut retenir sur cette slide, c'est que le fait d'avoir été intégré au projet par le gendre immobilier très, très en amont, et le fait d'avoir pu anticiper ce risque très tôt, de fait, ça facilite les dispositions constructives derrière en phase conception. Ensuite, l'étape suivante, qui est la définition de l'ambition Écrin, donc en fait le profil, quelles sont les exigences essentielles qu'on va viser. Donc là, en l'occurrence, voilà, ça donne en fait un score par mission. Ensuite, lorsqu'on fait la moyenne de ces 4 missions, on obtient un score. Donc là, en l'occurrence, c'est 85%, donc c'est le niveau argent. Voilà, donc c'est le niveau qu'on vise sur le projet. Donc comme, je ne sais pas si tu l'as dit Alice, mais en fait le permis de construire a été déposé cet été. Donc jusqu'à maintenant, on a réalisé ces 2 premières étapes, mais les étapes suivantes seront en phase conception, bien intégrées dans les pièces écrites, les exigences liées au choix des matériaux et tout ce qui est lié à la ventilation. En phase construction, on viendra sensibiliser les entreprises à travers des ateliers Airbad, donc des ateliers qu'on a développés pour l'ADEME, avec le financement de l'ADEME. Donc là, je répète finalement ce qui a déjà été dit, mais on viendra vérifier bien sûr la conformité des matériaux de construction, leur bonne mise en œuvre. Et puis à réception, on viendra réaliser des mesures pour vérifier que tous les efforts effectués en amont ont bien été atteints. Voilà. Merci Annelise, désolée pour le petit côté un peu au pas de charge, mais l'idée c'est quand même qu'on puisse maintenant échanger avec vous sur ce qui vient de vous être présenté. Alors, vous allez me faire le coup de « Ah non, moi je sais pas ». Ce grand moment de blanc. Puis après, il y en a un qui va poser la question, alors qu'on ne pourra plus s'arrêter. Merci. Je vais juste vous demander de vous présenter aussi. Bonjour, Aurore Pister, Artelia. J'avais une question par rapport à la démarche Écrin, justement. Est-ce qu'il va y avoir des formations bientôt pour les accompagnateurs à Nantes? On a vu qu'il y en avait en Ile-de-France, il y en a ailleurs, mais est-ce qu'il va y en avoir à Nantes? C'est ça, ça m'a répondu. Je me suis dit, je sais pas.
Alors nous, on a eu un peu de changement au sein de l'équipe. Écrin, on a une volonté aujourd'hui de le développer, mais comme nous-mêmes, pour l'instant, on n'a pas encore été formés, on ne peut pas former. Donc nous-mêmes déjà, on va aller se former et après, dès qu'on pourra, on fera effectivement des formations dès que possible. Donc pour l'instant, on peut aller voir nos collègues charmants en demeurant, d'Île-de-France ou à Lyon. Peut-être en début d'année, parce que moi je forme les ambassadeurs en duo, et du coup on prévoit peut-être une formation ambassadeur en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc, dès que c'est fait, après ils peuvent enchaîner. Sinon, moi j'ai plein de questions. Bonjour, donc Jean-Gabriel Bidonneau, Velux Commercial, donc la partie de chez Velux, sur le bâtiment tertiaire. Je me posais la question, parce que là vous êtes sur un projet donc, immobilier, logement. Aujourd'hui, cette démarche environnementale auprès des acteurs publics sur le bâtiment tertiaire ou sur le scolaire, comment ça s'articule? Comment vous approchez les marchés publics? Est-ce qu'aujourd'hui les marchés publics ont des démarches dans ce sens-là, des obligations ou pas du tout? C'est vraiment volontaire? Voilà. Question si c'est obligatoire ou c'est une partie obligatoire ou une partie volontariat uniquement, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, je parle encore. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a différents types de projets, peu importe la typologie de bâtiment. Il y a tout ce qui est création de ZAC. Et là, quand on voit quand même aujourd'hui des cahiers de prescription et des attentes des aménageurs et donc des collectivités qui sont de plus en plus ambitieuses. Et donc, tous les projets... C'était une ZAC, Carquefou, ouais. Ouais, tous les projets où il y a vraiment ce mode de montage, on sent que voilà, on peut aller vers ce type de démarche, que ce soit pour une école, pour une crèche, mais généralement c'est vrai que souvent ils sont en ZAC. Après, il y a des collectivités différentes. À la ville de Grenoble, par exemple, aujourd'hui, quand ils créent une école, une crèche, maintenant ils vont vers Écrin de façon... Ils font de la qualité de l'air intérieur un enjeu principal. Après, il y a un contexte qui est un peu différent forcément de Nantes. Et à Paris, mais tu pourras confirmer, à Paris, tous les aménageurs autour de Paris, de par la contrainte aussi de l'air extérieur, vont vers ces démarches d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Sans en fixer une, mais en tout cas, il y a une envie de faire en sorte de réduire l'exposition aux polluants de l'air extérieur à l'intérieur des bâtiments. J'imagine que tu faisais référence à Prescrire BAT. Ouais. Oui, parce qu'on a des expérimentations Écrin effectivement en Île-de-France et notamment tout autour du périphérique. Donc effectivement avec des questionnements sur comment limiter les transferts de polluants. Et on a en particulier une expérimentation sur le village olympique avec Pleine Commune, où en fait sur l'écoquartier, on vient appliquer la méthode Écrin sur de l'eau, une résidence étudiante et un bâtiment de bureau. L'idée c'est aussi d'expérimenter Écrin dans un cadre, on va dire, urbanistique, puisque là on est sur un projet de quartier, et donc identifier aussi quels sont les jeux d'acteurs et quelles seront les évolutions potentielles d'Écrin pour aller sur, on va dire, l'échelle quartier, une échelle plus large. Donc c'est un projet sur lequel je travaille aussi avec Medico. Ouais. Oui, bonjour, Uwe Brankamp, consultant. J'ai une question concernant justement l'Écrin. J'ai pas vu, ou peut-être j'ai pas bien regardé, il n'y a pas un volet sur la partie occupation. Parce que occupation, oui, naturellement, il y a l'individuel, il y a le résidentiel et après le tertiaire. Et les différentes pollutions, les différents types de ventilation, naturellement, sont complètement différentes. Si vous faites une réponse courte, on pourra en prendre peut-être une petite dernière. Alors, c'est vrai que le référentiel s'arrête à réception, bien qu'il y ait des mesures durant le premier hiver en exploitation qui est possible. Donc voilà, en fait, ça fait partie des essentiels, donc on choisit ou pas d'aller plus loin. Mais
quand même, Écrin prépare à l'exploitation, dans le sens où elle va anticiper les cahiers des charges d'entretien et de maintenance. Mais c'est vrai que après, lorsque le bâtiment vit, il n'y a pas forcément de sensibilisation des occupants. En fait, c'est une question qui revient très régulièrement, mais c'est aussi une question de responsabilité. Le promoteur, une fois qu'il a livré, lui s'est engagé à livrer un bâtiment. Non, mais j'entends très bien, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas demain. Parce que dans notre rôle de coordination nationale, justement, ce serait pouvoir, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a eu la demande, de pouvoir faire un écrin exploitation. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le choix a été fait pour sortir quelque chose et qu'il soit actif rapidement, de s'arrêter. On prépare l'exploitation, mais il n'y a pas d'évaluation en exploitation, si ce n'est la ventilation et quelques mesures de polluants pour vérifier les dérives des systèmes de ventilation après quelques mois d'occupation. Merci. Bonjour, Laurent, chargé de mission développement durable pour les établissements sanitaires médico-sociaux de la région Pays de la Loire. Là, ça prend quelques secondes à dire. Sur la phase chantier, Charline évoquait tout à l'heure des problématiques sur les émissions des produits de construction, les produits classés C, sur les gestions d'humidité, les questions de moisissure, les problèmes de poussière dans les gaines. Et ma question est peut-être néophyte, mais qui est en charge de s'assurer du contrôle sur sa phase chantier et que faire du coup ? Alors c'est une très bonne question, c'est une excellente question, et pour moi je pense que la question doit se poser sur chaque projet, puisque aujourd'hui on n'est pas dans des habitudes très ancrées, je dirais. Bon, même si sur les projets sur lesquels on a déjà des démarches environnementales autres, HQE, etc., on a un bureau d'études qui accompagne ces sujets-là. On a un acteur qui va aussi effectuer un suivi en phase chantier, qui est censé faire ce suivi déjà sur les questions de qualité de l'air intérieur. Après, je dirais que les questions d'humidité sont rarement prises en compte. Les questions liées à la ventilation, donc là tout dépend des missions des uns et des autres. Est-ce que le bureau d'études fluides a une mission d'exécution ? C'est pas toujours le cas. Donc je dirais que c'est au cas par cas et ça nécessite encore aujourd'hui d'avoir une sensibilisation sur ces sujets auprès de l'ensemble des acteurs pour qu'effectivement les missions soient prévues, et y compris par les maîtres d'ouvrage, puisque bien entendu on est sur des missions à prévoir dans les honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Mais je pense que, pour appuyer un peu, c'est qui ? C'est le conducteur de travaux ? C'est qui est-ce qui doit aller vérifier que le bidon il est bien à plus passé ? Alors, idéalement, avoir un bureau d'études qui soit formé sur ces sujets-là. Donc, Écrin est une méthode qui permet de se former sur tous les sujets que j'ai évoqués en phase chantier. Donc, je dirais que l'idéal, un bureau d'études environnementales formé sur le sujet aurait les compétences. Après, je pense que ça peut aussi être ouvert à d'autres types d'acteurs. Merci beaucoup. Et puis on va passer tout de suite à la suite. Maintenant que normalement on l'a intégré, tout va bien, mais parfois c'est pas le cas. Et parfois on a besoin d'avoir des solutions pour traiter la qualité de l'air intérieur. Et donc je vais demander tout de suite à Nicolas Blondet de chez VMI, Arnaud Berchouchi de chez VMI et Jessica Châtelier de chez Néosphère de bien vouloir me rejoindre pour prendre la suite. Je crois que c'est toi qui commence, Nicolas. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Je résume, Nicolas Blondet. Vous irez voir sur Internet, il y a plein de trucs, je ne vais pas aller plus loin. Donc du coup, avec tout ce qui a été dit, c'est vraiment important. Ça a été marqué pas mal par Claire-Sophie, par Anne-Lise et puis les autres intervenants. Effectivement, la ventilation, c'est un élément et un maillon essentiel. On entend encore parler, là, il y a le RSD qui vient de sortir le 23 juillet de cette année, juste pour un petit point, règlement sanitaire départemental. Il considère que l'aération est ce qui va le mieux pour faire je dirais, du renouvellement d'air et de l'apport d'air neuf, et que la ventilation, c'est le cas échéant. On sait quand même que la ventilation apporte et régule beaucoup mieux au niveau de la qualité de l'air et au niveau de la vie du bâtiment, la gestion des flux pour éviter du trop chaud, du trop froid, éviter que ça coûte très cher en consommation.
Et là, ça fait quand même un petit peu des points. On a encore Fabien le disait, hein, il y a beaucoup de choses à traiter. Et cette ventilation, elle est vraiment à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses qui se font, notamment il y a une association française de la ventilation qui s'est créée. Et le travail notamment, pour rejoindre ce qui a été dit avant, on va aller aussi vers des contrôles, des autocontrôles aussi des entreprises avec des CERFA ou des cahiers des charges vraiment complets pour que tous les désordres qu'on peut voir ou les incertitudes soient réduites au maximum, bien entendu. Alors, j'ai la chance d'être ici avec Arnaud Berchouchi qui est à la R&D chez VMI, et puis Jessica Châtelier qui est chez Neosphère pour la remédiation radon. Ici, on a un projet à vous présenter, c'était la prise en compte vraiment de cette qualité de l'air dans le logement. On la retrouve de quelle manière, et au travers notamment ici d'un projet qui s'appelle Comepos, hein, conception de construction de maisons à énergie positive, qui a été porté sur l'intégralité de la France, sur des maisons, hein, une vingtaine de maisons, toutes régions confondues, avec notamment ici dans la région Trécobat, hein, qui s'excuse parce que c'est une maladie qui fait qu'il ne soit pas là, mais je lui dirai sa parole, c'est l'ADEME, le CEA-INES, vous connaissez, Institut National hein, de l'énergie solaire et de tout aussi les couplages énergétiques qui sont faits, et puis VMI. Donc en fin de compte, dans le contexte, la crise Covid, vous l'avez vu, elle a révélé l'importance d'un renouvellement de l'air suffisant avec un apport d'air neuf. Ça, c'est vraiment important. Du coup, air confiné, conséquences sur la santé, Fabien y est revenu, et des enjeux de la maîtrise des sources de pollution et du renouvellement de l'air pour une qualité sanitaire de l'air intérieur. Une phrase, ou plutôt le petit point sur le bas, je ne sais pas où le pointeur, c'est là. Ici, hein, une loi en 96, personne ne la connaît, on connaît les décrets, on connaît l'arrêté de 82 et ce qu'on veut, mais ici, chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un dans la salle connaissait cette loi? Ok, vous voyez, le niveau de la ventilation, c'est ça. C'est que tout le monde se dit, ça fonctionne, je la vois pas. Dans les logements, on entend beaucoup parler, ah, elle est super, je l'entends pas. Non, elle ne fonctionne pas, la ventilation. Les bouchons propres, ça veut dire que... Voilà, donc il y a vraiment une habitude à prendre. Pareil, dans les logements collectifs, on trouve la ventilation à 80%, l'entretien est fait hein, par les bailleurs et les organismes. Dans le niveau du logement individuel, on estime entre ceux qui font la vérification, normalement elle est annuelle, que c'est de l'ordre de entre 11 et 17%. C'est même, à mon avis, un petit peu surévalué. Vous voyez un petit peu le chemin. Conséquence d'un air confiné, je ne vais pas m'attarder dessus, hein, diminution des performances cognitives, ça on va le retrouver dans les établissements, les écoles notamment, ou au bureau, Fabien en parlait tout à l'heure, une mauvaise perception de la qualité de l'air, syndrome du bâtiment matin, l'endormissement, les maux de tête. Dans une salle de réunion, le taux de CO2 il augmente. Quand on a mal à la tête, c'est pas qu'on a trop réfléchi. Ça fait pas mal à la tête de réfléchir. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, donc ça c'est important. Et l'humidité, problème de développement de moisissure. Tout à l'heure, je regardais, on augmente la température pour aider au bâtiment de s'assainir. Mais est-ce que cette température montée avec une chape qui est là depuis pas longtemps, est-ce qu'on va pas aussi avoir d'autres points? C'est un équilibre assez ténu à regarder. La ventilation, simplement, hein, vous voyez, une ventilation, quand elle est non opérante, bon, on va avoir une concentration, une densité de polluants. Et le rôle de la ventilation, enfin, il y en a déjà trois. Le premier, c'est certains systèmes, tout à l'heure on parlait de double flux, on parle de simple flux, elle existe en extraction d'air ou en insufflation. Dans le cas de l'insufflation, on va vous en parler, on retrouve les avantages de dire on filtre l'air qui rentre, on le maîtrise, on va regarder la prise d'air, de quel côté on va la prendre, est-ce qu'on va la prendre côté rue, où il y a de la circulation et des polluants, ou est-ce qu'on va la prendre côté court, où c'est plus sain. Et surtout, on va avoir filtration, dilution des polluants, et bien évidemment, évacuation de ceux-ci. Ça, c'est très important. Le CO2, c'est l'indicateur, hein, on commence à le savoir de plus en plus, c'est l'indicateur de confinement. Plus il est élevé, et plus, et bien évidemment, il va y avoir une gêne importante et surtout une concentration de tous les autres polluants. Ici, on retrouve la EN 16798, un taux de CO2 de 1000 ppm comme un niveau de gage de qualité de l'air intérieur satisfaisante. Fabien parlait tout à l'heure du décret, finalement c'est le 1689 et 1690 du 27 décembre dernier. Je retenais parce que je vous interrogerai après dessus. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça indique un icône 5 pour la surveillance de la qualité de l'air qui, à nos yeux, est quand même pas suffisant. Hein. On est quand même sur un élément où on dit qu'on va avoir 1500 ppm de moyenne et 4000 en pic. Non, une bonne qualité de l'air, on le voit, Fabien ici le corrobore. Hein. Hop là, pardon. C'est 800 ppm que le Haut Conseil de la Santé publique préconise
parce que c'est là où on est bon. Ici, sur les lecteurs, on doit être à 570 ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça va, oui, t'inquiète. Du coup, oui, je sais, j'y arrive. Juste des tableaux, ça, on pourra aussi vous les retrouver. L'impact des COV et du CO2 sur les capacités cognitives. Vous voyez qu'en gros, la pollution, quelle qu'elle soit, elle impacte nos capacités assez fortement et assez rapidement. Voilà, on parle du mal de tête, mais on parle aussi de peut-être problématiques de réflexion. Et une ventilation, comparée à une aération, j'en parlais tout à l'heure, on retrouve la courbe noire qui nous montre une ventilation mécanique qui n'est pas asservie sur le CO2, parce que les systèmes de ventilation, on entend parler beaucoup, on va faire du monitoring et on va regarder ce qui se passe et on va adapter. Sachez que les professionnels de la ventilation ont des systèmes qui sont déjà tout intégrés. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des détecteurs en plus, ils sont avec les machines, on installe le tout et on sait faire pour des années, même la surveillance, et on a les historiques. Donc ça va aider aussi aux différents décrets. Et la courbe violette, c'est l'aération. Vous voyez, on va très fortement sur des pics et on redescend. Et dans le cas de la Covid, les professeurs à qui on a donné des détecteurs de CO2, ça c'est revenu, disaient on n'est pas là pour ouvrir les portes et les fenêtres, parce que tous les quarts d'heure, ils s'apercevaient qu'il fallait qu'ils arrêtent le cours pour aller ouvrir les fenêtres et les refermer. C'était assez anxiogène. Donc il vaut mieux d'un système qui s'occupe finalement de tout et de bonne manière. Trécobat rapidement, qui a fait partie du projet. Voilà, le marché, il rappelle le marché qu'il y a 95% d'hygrobé avec des produits basiques sur la ventilation par simple flux, et que du coup, sur le projet, ce que ça a amené, c'est que la première fois, ils avaient eu l'intérêt d'aller regarder ce que l'insufflation donnait, et donc, en fin de compte, ils ont revu leur choix, avec maintenant de la modulante, de la ventilation modulante dans l'intégralité des projets pour vraiment avoir une bien meilleure qualité de l'air. Et une classe d'étanchéité qui aussi s'est accrue, ça a évité des problématiques de sujet. Voilà, 2 défis à relever, assurer la pérennité et le bon fonctionnement de la ventilation, ça passe aussi par l'entretien, la sensibilisation des occupants, et mieux intégrer la ventilation dans le confort intérieur, parce qu'on a température, humidité, CO2 et tout le reste. Vous allez retrouver, je ne vais pas trop m'étaler, il y a plein de choses, vous aurez l'occasion de pouvoir le voir. Arnaud, à toi, sur l'innovation, il va vous présenter les résultats de Comepos. Merci Nicolas. Alors je vais aller assez rapidement, enfin je vais essayer. Alors, du coup, le projet Comepos, très rapidement, il a été porté par l'ADEME. Il a pour objectif d'ériger des maisons à énergie positive avec une grande qualité d'environnement intérieur. Il est coordonné, comme l'a dit par Nicolas, par le CEA INES, et il implique du coup une vingtaine de maisons, dont 4 sont équipées de la solution VMI. Et on va s'intéresser plus particulièrement à 2 maisons qui ont été construites par Trécobat. Donc du coup, les objectifs de ce projet, c'est d'intégrer la ventilation par insufflation aux maisons énergie positive, assurer une bonne qualité d'air dans ces bâtiments-là, en mesurant notamment les différents polluants comme le CO2, l'humidité relative et les particules fines. Et ensuite aussi assurer le confort thermique pour éviter la gêne des occupants. Donc nous avons installé notre solution qui est la VMI purante avec une partie changeur de chaleur pour justement assurer le confort thermique. Et les méthodes de mesure étaient des micro-capteurs que nous avons placés dans différentes pièces pour mesurer du coup l'humidité relative avec un focus notamment sur la salle de bain, la température avec un focus notamment sur la température de soufflage en été pour permettre le confort des occupants avec un rafraîchissement de l'air entrant. Et enfin, du coup, le CO2 avec la chambre principale et les PM10 et les PM2.5 avec un focus sur la concentration intérieure et extérieure. Donc très rapidement, les résultats sur le CO2. Ici, on compare, donc, du coup, plusieurs maisons équipées de différents systèmes de ventilation en termes de concentration en CO2 auxquels les occupants sont exposés dans la journée. Donc en fait, en ordonnée, dans ce graphe, nous avons le pourcentage de temps durant lesquels les occupants sont exposés à différentes concentrations que nous avons en abscisse, et elles sont indiquées en ppmv. Donc du coup, en bleu, on a un système double flux centralisé. En vert, on a le système VMI. En gris, on a un système d'extraction avec piloté sur le CO2, et les 2 autres sont des systèmes d'extraction classiques. Et ce que ce graphique permet de voir, c'est que la concentration en CO2 est supérieure à 1000 ppmv, donc environ 75% du temps avec le système VMI et plus de 90% du temps avec les autres systèmes.
Ensuite, par rapport aux résultats sur les PM2.5, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, on a en fait zoomé sur une période du 20 juin au 20 octobre pour permettre en fait de s'affranchir, parce que l'occupant était absent à ces périodes-là, donc du coup ça permet de s'affranchir en fait de différentes productions internes de particules fines et seulement se concentrer sur les particules fines qui sont entrantes. Les 2 premiers mois, on utilise donc un filtre F7, EPM 2.5, 70%, et ensuite les 2 mois suivants, le filtre est retiré. Donc d'un point de vue déjà qualitatif, on peut voir que la concentration intérieure qui est indiquée en vert est nettement inférieure les 2 premiers mois aux 2 mois suivants, tandis que la concentration extérieure est plutôt globalement la même. Et ensuite, d'un point de vue plus quantitatif, lorsqu'on calcule le rapport entre la concentration intérieure et la concentration extérieure avec filtre puis sans filtre, on montre qu'elle est multipliée en moyenne par 4 lorsque le filtre est retiré. Donc ça témoigne vraiment de l'importance de la filtration quand on considère la ventilation dans un bâtiment. Ensuite, pour la partie résultat, j'ai pas le temps de tout présenter, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration de CO2 est 2 fois inférieure aux valeurs qu'on peut retrouver dans la littérature. L'insufflation permet d'évacuer efficacement l'humidité dans les salles de douche, puisque 80% du temps, l'humidité relative est inférieure à 75%. Et la VMI permet également de lutter efficacement contre le fait que les polluants entrent dans le bâtiment, puisque la filtration permet de réduire nettement les concentrations en particules fines. Et enfin, donc, pareil, je ne peux pas rentrer dans les détails des résultats, mais cette solution permet de participer également au confort d'été. Et juste pour quelques perspectives, nous continuons à mener des expérimentations, notamment dans la zone climatique H1. Et nous pouvons voir que dans l'une des maisons que nous suivons, quand on mesure la concentration dans la chambre en CO2 et qu'on se compare au seuil des avis techniques, quand on veut inscrire des avis techniques en fait, pour les systèmes hydro-réglables, nous avons des résultats bien meilleurs à ceux attendus par cette expérimentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir tenu ce timing très serré. Juste une petite question, est-ce que les résultats de Comépos, on peut les retrouver quelque part pour ceux qui voudraient rentrer un peu plus dans le détail, avoir plus d'infos Oui, je pense qu'on peut les retrouver sur le site de l'ADEME ou du CEINES. Ok, très bien. Et ben, on vous mettra en tout cas tous les liens qu'il faut. Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on finisse, on l'a dit tout à l'heure, on est une région, malheureusement, c'est comme ça, exposée à cette question du radon. Et donc, certes, il faut avoir c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention au moment de la conception, mais parfois il faut aussi traiter le sujet quand la concentration est trop importante. Et c'est ce que Jessica va nous présenter maintenant. Alors bonjour à tous, donc, je suis Jessica Châtelier, donc je travaille pour l'entreprise Néosphère. Néosphère est une entreprise qui existe depuis 2014 et en fait on dimensionne et on installe des solutions permettant d'améliorer la qualité d'air intérieur et surtout de remédier à la problématique radon. Donc on intervient non seulement dans le résidentiel mais également dans le tertiaire et les ERP. Et aujourd'hui donc nous sommes là pour vous présenter un retour d'expérience sur le traitement de remontée radon sur 2 logements à Couéron. Qui a été faite en partenariat avec le CDC Habitat, donc un bailleur. Excusez-moi. Avant de parler de ce retour d'expérience, moi je voulais déjà faire un petit zoom sur le radon, parce que le radon aujourd'hui, c'est un polluant qui est très dangereux pour la santé, mais finalement il est très très méconnu. Donc c'est un gaz effectivement naturel, inodore, incolore, radioactif et qui est issu de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre. Et à l'air libre, le radon n'a aucun risque, n'a aucun risque, il est dilué dans l'air, mais par contre, dès qu'il remonte dans l'habitat, on peut le retrouver à des concentrations élevées, et là, il devient dangereux pour la santé. Il a été en fait classé comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Et donc le radon, c'est la 2e cause de cancer du poumon après le tabagisme et l'amiante. Et c'est quand même assez méconnu. On le trouve où le radon On est en plein dedans. En fait,
Aujourd'hui, le radon, on le retrouve forcément donc, dans des sols granitiques et volcaniques, naturellement riches en uranium, et on le retrouve en Pays de Loire, en Bretagne, Massif central, Corse, les Vosges. Donc ce sont les régions les plus concernées. Ici, on est en zone 3. C'est ce que j'allais y venir, effectivement. L'IRSN a créé une carte interactive qui est hyper intéressante, hyper bien faite. Elle permet en fait de saisir le code postal de votre commune et vous savez si vous êtes en zone à potentiel 1, risque très modéré, ou zone à potentiel 3, risque élevé. Et donc là, ici à Nantes, on est sur une zone à potentiel 3. Alors, on est en zone à potentiel 3, ça ne veut pas dire que le radon remonte dans l'habitat là. Peut-être qu'ici on est en zone à potentiel 3, mais il n'y a pas de radon qui remonte. Et en même temps c'est assez vicieux puisque votre voisin peut avoir du radon et vous non. Ça va dépendre effectivement de renouvellement de l'air dans la maison, de comment ça a été construit. Aujourd'hui la seule façon de savoir s'il y a du radon qui remonte, c'est la mesure. Comment on mesure? On mesure donc en mettant en place des dosimètres passifs pendant une durée de 2 mois, et ce plutôt pendant la période hivernale, là plutôt du mois d'octobre au mois de mars. C'est vraiment la période la plus propice pour mesurer, parce que le radon remonte un peu plus, et on a tendance à moins aérer forcément nos logements. Aujourd'hui, la réglementation française, elle impose dans les ERP dans le tertiaire d'être sous le seuil des 300 becquerels. Il n'y a pas forcément d'obligation pour le résidentiel. Après, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, stipule quand même que ce serait bien d'être en dessous des 100. Donc l'OMS va même plus loin que la réglementation. Donc là, aujourd'hui, effectivement, s'il y a du radon, pas de panique. Il y a des solutions, heureusement. C'est pas parce que vous avez du radon chez vous que vous allez mourir d'un cancer des poumons, rassurez-vous. Là, justement, on va parler du cas pratique. On a travaillé avec CDC Habitat. CDC Habitat, donc, dans le cadre d'une réhabilitation de logements à Couéron, a lancé une campagne de mesure radon sur les logements, et il s'est avéré que certains logements avaient des taux de radon qui étaient bien supérieurs aux 300 becquerels, puisqu'on était sur 2 logements, donc par exemple le premier à 950 becquerels et le deuxième à 970 becquerels. Donc CDC Habitat, qui avait vraiment a pris ce sujet vraiment au sérieux. La santé de leurs occupants, c'est important. Donc du coup a fait appel à Néosphère pour régler la problématique. Donc là c'est les travaux de réhabilitation. Là c'est le lieu, c'est à Couéron. Et la solution qu'on a choisie, c'est la mise en surpression du logement. Puisque la mise en surpression du logement, donc, ça permet de s'opposer aux remontées de radon et diluer le radon dans l'air par rapport d'air neuf. On sait, donc, pour mettre en surpression le logement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un système de ventilation mécanique par insufflation. On a choisi comme ventilation mécanique par insufflation la VMI Urban, que vous voyez là sur l'écran. C'est une ventilation qui, son design élégant et discret, ça permet de s'intégrer vraiment dans l'intérieur des logements. C'est une ventilation sans réseau, donc c'est un avantage assez important. La prise d'air neuf, elle est réalisée en façade. Donc en fait, l'air neuf arrive dans la machine, il est filtré, il peut être préchauffé, ça dépend du confort et du souhait de l'occupant. Et il est insufflé dans la maison, ça va créer une légère surpression, et l'air vicié, donc le radon, mais également tous les CO2, les COV, s'évacue par les sorties d'air. Il y a quelques illustrations du chantier. Donc là, vous le voyez, donc là, il y a la prise d'air à l'extérieur, donc sur la façade de la maison, donc l'air extérieur arrive par là. Et ensuite, la ventilation, elle est dans l'intérieur, elle est à l'intérieur de la maison, dans la pièce de vie, en apparent, mais après, ça se fond très bien à l'intérieur du logement. L'avantage de l'installation, donc je le disais, ça n'a pas de réseau de gaine, donc la durée d'installation, elle est limitée. En fait, on intervient, en une journée, les travaux sont faits. À la limite, la difficulté la plus importante, ça a été de faire le carottage du mur quand on est sur des maisons anciennes du début du XXe siècle et que les murs en pierre sont très très épais. C'est ça qui a été le plus compliqué pour nous.
Et le gros avantage de ce système, c'est que non seulement ça permet de remédier aux remontées de radon, mais également d'améliorer vraiment la qualité d'air intérieur. Et alors attention, chose très importante, il faut absolument qu'effectivement les systèmes de ventilation soient entretenus, parce que là on perd toute l'efficacité. Hein. Là il faut absolument que le filtre soit changé tous les ans et qu'il y ait une vérification du matériel pour qu'on continue à remédier vraiment aux remontées de radon et que le système soit efficace. On a expérimenté un petit peu, nous, après l'installation, juste pour vérifier que le travail était bien fait et que ça fonctionnait. Et donc les résultats sont très très positifs, puisqu'on est passé donc, sur le premier logement de 950 à 53 becquerels et sur le deuxième logement de 970 à 125 becquerels. Et en plus, on peut observer qu'il y a des bons résultats en termes de COV, de CO2 dans ces logements. Après, les mesures de radon, c'est maintenant qu'on va les faire en fait. Là, on a vérifié que ça fonctionnait avec un appareil AirSings, mais par contre, on va mettre en place dès le mois d'octobre 2 dosimètres dans chacune des maisons de façon à bien vérifier que les travaux ont fonctionné, quoi. Que le taux de radon a bien diminué et donc voilà ce que je pouvais dire sur cette expérience. Et juste après, j'avais juste remis, parce qu'effectivement nous on intervient donc dans le résidentiel, mais on intervient également dans le tertiaire et les ERP, donc évidemment pas avec le même matériel, puisque dans le tertiaire il faut être dimensionné de façon un peu plus importante. Mais voilà ce que je pouvais dire sur le radon et sur l'expérimentation. Merci beaucoup. Si je peux rajouter juste un point, on parlait du CO2 juste avant. Vous avez vu un résultat moyen de 629 ppm de CO2. Ce sont des maisons également qui sont très intéressantes. Ce sont des personnes qui les occupent. Ils sont là quasiment 24 heures sur 24. Dans chacune des maisons, il y a des gens qui sont sévèrement malades et qui ne sortent pas. Donc on s'aperçoit finalement que sur ce plan-là, la ventilation, elle assure pleinement le rôle de ne pas monter en charge de polluants, comme je le montrais tout à l'heure, sur la dilution est bien effectuée, et donc les logements sont agréables à vivre. Et la deuxième personne, le deuxième logement, a dit également que le logement était parfaitement confortable, que ce soit il y a un étage, du haut en bas, parce qu'il n'y a pas de stratification de l'air non plus. Hein, la température, elle est équilibrée à tous les niveaux dans l'intérieur de la pièce. Pas besoin d'avoir 26 au plafond pour avoir 20 au niveau des épaules, par exemple. Voilà un petit peu l'avantage. Et je tenais aussi à excuser la Caisse des dépôts et consignations, CDC Habitat, qui devait être présent avec nous ce matin, qui ne peut pas l'être, et qui rappelait qu'effectivement on était, comme tu l'as dit Jessica, hein, sur des mesures à titre indicatif pour voir si l'installation est bien mise en place, parce que si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, il faut un delta de température intérieure-extérieure suffisant pour avoir des mesures plus fiables. Et effectivement là vous n'en êtes qu'au début, et donc on pourra suivre ça par la suite. La période où le radon remonte le plus, et puis on aère moins nos logements, effectivement, c'est la période du mois d'octobre au mois de mars. Et donc les mesures de radon, elles sont réalisées pendant ces périodes-là. Merci beaucoup. Eh bien, il nous reste quand même quelques minutes pour prendre les questions. Il y en avait une tout à l'heure, si tu l'as toujours. Je suis M. Texier, société Koya. C'est une question concernant l'intervention précédente sur le projet Lisière avec Legendre. Je suis AMO pour le label intérieur. Et du coup, j'avais une question, ou plutôt une remarque. Vous parliez du coup de l'exigence de moyens sur les protections solaires de couleur sombre. Je sais par expérience que sur certains projets, en fait, c'est aussi une exigence de résultat. Et on arrive à le justifier en réalisant une STD. Et que du coup, savoir si vous aviez été bloqué par ça ou si c'était aussi une volonté de changer de démarche. En toute honnêteté, c'est vraiment le point bloquant dans le label intérieur qui nous a fait changer de cap pour la démarche écrin. Mais par ailleurs, je dois dire qu'on n'avait pas prévu d'engager une STD. Donc on n'a pas pu par ailleurs vérifier s'il y avait un autre moyen de contourner la contrainte colorimétrie. Parce qu'en règle générale, justement, il y a l'exigence
moyens et l'exigence des résultats, et on arrive à justifier en faisant une STD. J'ai réussi à faire passer sur certains projets aussi comme ça pour le label intérieur. Et j'avais une question aussi du coup sur la ventilation par insufflation. En règle générale, sur une ventilation classique hygrobée, l'air neuf arrive dans les chambres. Sur une ventilation par insufflation, c'est le même système. Et du coup, la question qui suit, c'est pour les nuisances acoustiques, est-ce qu'on arrive à garantir un confort dans les chambres? Alors, pour la ventilation par insufflation, je vais reprendre un peu le principe. Il y a deux principes pour le faire dans le logement. Bon, vous avez parlé de l'extraction hydro A, hydro B, il y a deux systèmes. Là, il y a aussi deux systèmes. Il y en a un qu'on appelle centralisé, qui a été utilisé ici dans la maison en rénovation. Donc on insuffle l'air et on le laisse sortir depuis les pièces de vie, comme les pièces techniques. Et puis après, c'est la surpression. On envoie plus d'air que le débit qui a besoin d'extraire. Donc automatiquement, on va créer la barrière pour le radon de ce qu'a traité Jessica, mais également on va avoir un air suffisant, bien renouvelé et filtré à l'entrée. En gros, les performances d'une qualité de l'air sur de l'insufflation, c'est comme une double flux. Sauf qu'on n'a pas le double réseau, ça coûte beaucoup moins cher et c'est plus efficace et ça consomme moins. Voilà, je le fais assez rapide. Et en ce qui concerne l'autre système qui s'appelle centralisé, là on va avoir une machine répartie, pardon. Oh, vous avez vu un peu, je vais me faire. Bon, c'est un système réparti, il y a un caisson de répartition et on insuffle de l'air dans chacune des pièces de vie et on va laisser extraire dans les pièces techniques. Ça fonctionne quand on est aussi dans le neuf ou dans la rénovation, mais dans le neuf on doit l'obligation du balayage des pièces de vie vers les pièces techniques. Donc là c'est complètement traité et l'avantage aussi, vous parliez de l'acoustique et c'est très important, comme on insuffle dans la chambre, et qu'on peut même rajouter des détecteurs CO2 à la machine pour s'adapter, on n'a aucune entrée d'air ou sortie d'air sur la fenêtre. Donc si vous êtes sur une rue passante, il y a des projets qui sont aussi en cours où c'est traité, donc en fait vous n'avez pas de problématique acoustique. Et d'ailleurs, on a un autre projet qu'on a suivi qui est sur une école, la salle de classe qui se comportait le mieux par rapport à une témoin, en fait, qui paraissait pour le professeur et les élèves la plus confortable, qui avait le moins de polluants et pour laquelle ils ouvraient le moins les portes et les fenêtres, c'est celle qui était traitée avec ce système. Tandis qu'à côté, l'aération et la ventilation, l'autre type de ventilation était plus problématique. Donc là, oui, au niveau acoustique, vous êtes préservé d'avoir plus que de très bons résultats, puisqu'il n'y a pas de trou sur le côté venu. Et des machines très silencieuses. Jessica n'a pas spécifié, celle qu'on a vue là, je dirais pression acoustique minimale à 1 mètre, 16,5 dB. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais une question sur la variation de pression pour contrer le sujet radon. On parle d'une variation de quel ordre pour pouvoir avoir des résultats satisfaisants? À partir du moment où vous avez déjà une surpression, vous commencez à avoir de l'intérêt et de l'avantage. En gros, la surpression qui est donnée dans le logement, elle est de l'ordre de 2 à 4 pascal, qui suffit largement. C'est léger, donc on n'a pas de ressenti non plus ou autre. Tout est vraiment au plus juste. Une autre question? Non? Sans avoir monsieur. On va varier un petit peu d'abord monsieur et puis après. Bonjour, Pierre Vanek, Société Technitis, qui a un petit bureau d'études spécialisé en optimisation énergétique et environnementale à Nantes. Et j'ai plutôt la casquette bâtiment 5, avec notamment le sujet des ondes électromagnétiques. Alors je ne vais pas du tout m'étendre sur le sujet. Et pour faire le pont avec la qualité de l'air et le radon qui vient d'être évoqué pour l'aspect ionisant, il existe un paramètre de la qualité de l'air qui est l'ionisation, qui à ma connaissance n'existe que dans un référentiel privé allemand qui s'appelle la biologie de l'habitat. Et je pose la question plus particulièrement à Mehdi Eco, peut-être quelqu'un d'autre prendra la parole, mais pour savoir si c'est un paramètre qui est pris en compte et qui est connu, enfin en tout cas à ma connaissance, qui ne l'est pas et qui mériterait toute l'attention. On parle d'ionisation sur épuration, enfin, oui. En termes, je pense que Fabien est mieux placé que moi pour faire une synthèse des procédés de traitement globaux. Je pense qu'il y a il demande pour l'ionisation, qui est un procédé il est promu un peu en...
Alors, Oh, c'est un peu ces inondations, mais je pense d'aller. Alors pour compléter mon propos, c'est que l'ionisation, pour faire le lien avec les ondes, puisque il est constaté que dans des environnements avec un fort équipement d'appareils électriques, informatique et autres, voire tout ce qui peut être système de climatisation, on va retrouver une concentration en ions positifs plus importante. Donc là on parle de charge électrique de l'air, alors que naturellement, et ce qui va être plus sain pour le vivant, c'est un air chargé plutôt négativement qu'on va retrouver dans les milieux naturels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au bord de l'océan, ou en forêt, on va se sentir mieux, puisqu'on a une charge électrique plus négative. Et donc, il y aurait un intérêt de travailler sur ce paramètre-là pour éventuellement, et là je suis loin d'être expert sur la qualité de l'air, mais qui pourrait être une solution de traitement indirect de la qualité de l'air sans forcément s'engouffrer ou se perdre en investissement dans le traitement de polluants biochimiques. Alors, oui, c'est un sujet très ancien. En fait, ce n'était pas la question sur les procédés d'épuration. Vous posez la question uniquement sur la présence des ions positifs ou négatifs à l'intérieur en termes de qualité d'air. Donc c'est un sujet qui a été souvent débattu, qui est quand même discuté, je n'ai pas dit discutable, discuté. Et donc effectivement, si on pense que les ions négatifs améliorent la qualité de l'air et la santé des occupants, si je dis si, il faut passer par des systèmes qui créent de l'ionisation négative pour apporter ces ions négatifs à l'intérieur. Voilà. Donc si on pense que c'est ça, il faut faire les procédés correspondants. Ce qui existe déjà, il y a par exemple Tekoya, qui est notamment un partenariat avec Aldes, système intégré. Bien ce système. Alors, Tekoya... Oh, pardon, on n'entendait pas. Non, alors j'espère que vous avez entendu ma réponse. J'ai dit si on considère que les ions négatifs apportent un bénéfice sanitaire, il faut mettre en place des procédés pour fabriquer des ions négatifs. Il y a des tas de procédés qui permettent de le faire. Alors, par rapport à Tekoya, effectivement, Tekoya, il y a deux niveaux qui ont été proposés. Le premier, effectivement, c'est des procédés d'ionisation négative de l'air, donc qui apportent à la fois ces ions négatifs, qui peuvent agir aussi sur des particules, des allergènes, etc. Et puis, ils ont proposé aussi ces ions au niveau des fenêtres de l'entrée pour faire une barrière finalement comme un filtre, un type de filtre, mais des ions négatifs qui sont produits au niveau de l'entrée d'air des fenêtres, et ça a été fait dans le village olympique à Paris. Voilà. Donc on peut en débattre tout à l'heure parce que c'est vraiment un sujet dont j'entends parler depuis très très longtemps et qui n'est pas, enfin ça dépend des opinions en fait. Moi je ne suis pas dans le sens, pour ça j'ai dit si, moi je ne suis pas dans le sens de ces ions négatifs parce qu'il y a des études qui ont montré que finalement on n'avait pas les résultats qu'on pouvait attendre sur les bénéfices sanitaires par rapport à l'ionisation négative. Voilà. Mais on peut en débattre parce que c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. Merci beaucoup. J'allais effectivement vous proposer de continuer ce débat d'experts hautement pointu autour du déjeuner. Oui, très rapidement. On complétera après, enfin on échangera, mais j'ai mis deux photos. Il y a Adionis de Cofermine, qui était une société nantaise qui utilise ce procédé de Tekoya. Et après, j'ai mis aussi la photo de l'entrée d'air de Aldes avec ce procédé qui était utilisé sur le village olympique. Du coup, on a testé les deux presque in situ. Enfin, il y en a un, il n'est pas encore fini, mais l'autre, on l'a testé in situ avec des résultats. Merci. Et la dernière, pour finir, vous serez la conclusion. Je ne vous mets pas la pression. Non, c'était votre système à insufflation centralisée. Ça peut traiter jusqu'à quelle surface de logement? Quelle surface? Eh ben, on peut partir d'un studio et ensuite ça dépend. Le matériel que vous avez vu là, on considère, vu le débit d'air maximal, qu'il va traiter 80 mètres carrés pour une machine. On peut en mettre deux, pas besoin de les impérer, la pression qui est cherchée, les débits, et tout ça, ça va se fonctionner. Et après, on est l'autre machine, je parlais de système qui est réparti. Lui, on va jusqu'à du T7, T8, on va beaucoup plus loin, et après on le traite aussi en tertiaire.
Et ça, c'est aussi important. Le point commun de tous ces systèmes, qu'ils soient pour le logement collectif, individuel ou le tertiaire, c'est qu'en fait, vous avez des systèmes qui sont très simples à utiliser, qui coûtent en entretien et en installation vraiment beaucoup moins que la performance qui peut être associée à une double flux que l'on va avoir, mais surtout également qui sont très rapides à mettre en place. Voilà, vous avez vu, hein, la machine qui est là, c'est une journée. Et le plus long, c'est le carottage. Voilà. Ça aussi, c'est important. Et la machine s'occupe, entre guillemets, de tout, parce qu'il faut aussi que l'occupant ne se sente pas avec quelque chose qui soit intrusif, comment ça marche, comment ça se passe, où on va. Il y a des choses qui sont très simples, il y a des indicateurs. Si la machine ne marche pas, ça va le dire. Ça va indiquer la température, si elle fonctionne bien. Ça va indiquer le filtre quand il est à changer. Voilà, des choses comme ça. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse poursuivre les échanges autour du buffet. Je tenais très sincèrement à vous remercier et à m'excuser pour ce timing qui a légèrement glissé, à remercier nos intervenants pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et si jamais vous deviez nous quitter là maintenant tout de suite, et même une fois que vous aurez fini de déjeuner, on vous invite à nous laisser un post-it sur le paper à la sortie, en notant dessus la bonne idée que vous retenez de ce matin. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.